Alors tout d'abord, bonjour, ouais, merci d'être venu. Donc je vais me présenter rapidement. Vladimir Goutier, moi je travaille dans un labo de recherche à Toulouse, l'UMR Agroécologie Innovation Territoire. Je suis agronome système de formation, plutôt système fourrager, mais j'ai travaillé en grande culture dans ma jeunesse à l'INRA dans le nord du bassin parisien, en physico-chimie des sols. Et du coup, donc agronome système fourrager, écophysiologiste et modélisateur à mes heures perdues. Et donc là, je vais intervenir plutôt avec la casquette écophysiologie et puis un peu modélisation parcimonieuse. Et donc la commande, en fait, c'était de, donc avec la collaboration qu'il y a avec le réseau, donc c'était d'essayer de réfléchir à la place des plantes, l'usage des plantes vis-à-vis des services rendus. Donc le cadre méthodologique que je présente, en fait, c'est le cadre en fait, qui a été proposé indirectement au réseau des décompactés de l'ABC dans le cadre des plateformes qui ont été mises en place et de la caractérisation des plantes. Et donc en fait, c'est important pour capitaliser des connaissances, d'essayer de fixer un cadre méthodologique d'acquisition de données, peu importe le niveau de précision. On peut faire des choses très précises en station expérimentale avec des capteurs, des mesures qui coûtent très cher, mais on peut faire aussi du low cost au champ. Ce qui est important, c'est que ce soit structuré, que tout le monde fasse la même chose et qu'on fige un certain nombre de paramètres pour mesurer des réponses. Donc du coup, en fait, ça passe par ces étapes-là que je décris. Le premier point important, en fait, c'est vraiment d'identifier les services que l'agriculteur souhaite implémenter. Et donc on a cette démarche-là en élevage, en couvert courte durée, longue durée, en forêt, on peut avoir aussi ce type de démarche. Donc on identifie les services qu'on veut instruire au champ. Moi, ce que je vous propose derrière, c'est de sélectionner des traits. Donc je vais expliquer ce que sont des traits fonctionnels. Quand on a identifié ces traits d'intérêt, ça nous permet de caractériser des plantes. De là, on est capable d'assembler ces plantes de manière raisonnée, avec une démarche. Alors, il n'y a pas qu'une démarche, il y a toute une diversité de démarches, mais ce qui est important, c'est d'en choisir une. Pour utiliser les mêmes formalismes d'assemblage de plantes, pour uniquement mesurer des interactions avec l'environnement, avec le climat, le sol, etc. Et après, ce qui est important, et donc moi je me positionne à la différence de certains de mes collègues, en fait, dans des dynamiques de recherche-action, recherche-intervention. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'éprouver ce qu'on a, toute cette chaîne-là dans le réel. Et en fait, de mettre en œuvre dans le monde réel, donc chez des agriculteurs, pour que ça ait un impact opérationnel sur le terrain. Bon, et quand on arrive à faire ça, on est arrivé au bout de la ligne, et c'est déjà pas mal. Donc en fait, je vais reprendre ces différents points dans ma présentation et je vais illustrer avec 3 cas d'études qui vont être les prairies permanentes. Donc ça, c'était les travaux d'une thèse qu'on a eu dans le labo il y a quelques années. Des travaux que j'ai portés pendant 14 ans sur les prairies temporaires, prairies à fleurs variées, avec un modèle sous-jacent. Et un projet, les résultats d'un projet éco-phyto qu'on a conduit avec les bio, que je présenterai rapidement, en enherbement viti-arbo, couvert enherbement viti-arbo. Donc quelque chose où il y a une certaine proximité avec les grandes cultures, avec des problématiques qui sont autres en viti-arbo, mais c'est à peu près toujours la même démarche. La démarche de construction des assemblages est à peu près identique. Donc l'identification des services recherchés, je vous l'illustre avec en fait deux types de cultures, donc la viti et l'arbo, et puis ici les prairies. Donc en fait, quand on implante un couvert, ce qui est important, c'est de se dire quel est le service qu'on souhaite implémenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et deux, alors là, j'anticipe un peu sur la suite, et après, c'est d'être en mesure de vérifier que le service est bien rendu. Parce qu'on peut projeter des services avec des plantes, si on ne s'assure pas que le service est rendu, en fait, on n'est pas dans le réel. Donc en fait, il y a quand même aussi une démarche de quantification et de qualification du service rendu. Donc là, c'est du concret, c'est à partir c'est issu du vrai monde, c'est-à-dire que là, quand on a phosphoré avec les arboviti à l'échelle nationale, et je présenterai les territoires, les contributeurs du projet Ecophyto, eux, ce qui était important pour eux, c'était d'augmenter la fertilité minérale du sol en azote, en phosphore, en potasse, d'augmenter l'importance du sol, de limiter le développement des adventices. Bon, mais ça, je suppose que c'est un service qui est assez transversal.
La limitation des pressions de ravageurs, alors ça c'est par l'hébergement d'auxiliaires. L'amélioration de la structure du sol, la limitation de l'érosion, l'augmentation de la capacité de rétention en eau du sol, un impact paysager, des propriétés nématicides et nématifuges, et puis l'accueil des abeilles. Donc ça pour maximiser en fait la productivité des vergers pour la pollinisation. Donc là, cette partie-là, c'est pas mon cœur de métier en fait. Bon, mais après sur la partie écophysio modélisation, c'est pareil. Moi, ce que je porte, plutôt depuis 14 ans, c'est la partie prairie temporaire. Et donc là, les services qui sont attendus quand on est un éleveur, c'est pouvoir faucher du fourrage pour le stocker, pouvoir pâturer des prairies, donc avec une destination 100% pâture, ou avoir une utilisation mixte. Et donc pour ça, en fait, on assemble des plantes de différentes familles qui sont ici, qui peuvent être représentées dans cette merveilleuse photo. Et après, il y a des services secondaires, au-delà du soutien à la production animale, qui vont être, par exemple, la couverture du sol en phase d'implantation de la prairie ou durant la vie de la prairie à différentes périodes clés qui peuvent être par exemple l'été où on a des contraintes énormes, qui sont des fenêtres de tir où les adventices rentrent dans le système et déprécient la valeur alimentaire du fourrage. Donc stocker du carbone, stocker de l'azote et du carbone, limiter en fait, avoir un effet vermifuge au niveau de l'animal pour limiter les strongles gastro-intestinaux. Donc ça, on peut le trouver dans certaines plantes. Stimuler la production laitière, avoir un fourrage riche en fibres, riche en sucre, qui accueille des abeilles. Bon là, c'est pas une abeille, mais qui soit favorable aux abeilles. La structuration du sol, l'effet en fait santé animale, puisqu'il y a des plantes qui ont des composés secondaires qui ont un intérêt sur la santé animale, des antioxydants, toute une famille de composés. La partie paysage, avoir des prairies qui soient jolies, semées, et l'accueil des auxiliaires, parce que ça sert aussi dans des prairies. Donc là, en fait, on identifie vraiment les services que l'on attend, et derrière, quand on a fait ce travail-là, on est capable, avec plus ou moins de bonheur, de caractériser des plantes pour rendre ces services, de manière plus ou moins parcimonieuse, sur la phase d'acquisition de connaissances. Donc là, je démarrerai par la deuxième. Donc ça, c'est le premier niveau dans la réflexion. Hein, et quand on a passé ce cap-là, donc c'est ce qui a été demandé au décompacté de l'ABC. Et du coup, le premier service d'intérêt qui a fait consensus, ça a été la limitation des adventices en utilisant des plantes de cycle court implantées à l'automne. Donc là, je vais illustrer 3 cas de figure, comme je vous l'ai dit. Une première étude qui a été réalisée en prairie permanente. Donc je démarre sur cette étude-là. Donc en fait, quand on a identifié les services, on cherche toujours, moi dans mon travail d'écophysiologiste, je cherche à sélectionner des traits d'intérêt. Et donc là, je vais faire un focus sur les traits racinaires. Donc les traits, c'est quoi? Vous les avez ici en fait. Hein. C'est une mesure, c'est un proxy en fait qui renvoie un fonctionnement de la plante. Okay, donc c'est quelque chose, un proxy, un indicateur assez robuste qui est directement connecté à un processus physiologique de la plante. Et donc là, dans ce cas de figure, donc là vous avez tout un tas de traits racinaires, la biomasse par mètre carré de sol. Donc là, on va s'amuser à mesurer en fait combien de grammes de racines on a par mètre carré de sol. Okay, et ça, en fait, ce que ça renvoie en signification fonctionnelle, c'est la capacité de stockage de la plante. Donc quand la biomasse par mètre carré de sol augmente, la capacité de stockage du sol, en fait, la capacité de stockage de la plante augmente. Okay, bon, ça, c'est des mesures qui ne sont pas du low cost, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un thésard qui a bossé pendant 3 ans sur ces questions-là. C'est pas ce qui est proposé dans le cadre du réseau des décompactés de l'ABC, pour évacuer toute crainte ou peur. Du coup, c'est juste pour l'exercice, pour vous montrer qu'en fait, c'est assez générique comme méthode d'appréhension du problème. Donc là, en fait, j'ai fait un focus en fait, sur quelques traits, le diamètre racinaire. Donc là, on regarde le diamètre des racines. Et ça, en fait, ce que ça renvoie, c'est un taux d'acquisition des nutriments
et une force de pénétration dans le sol. Donc plus on a des racines qui sont grosses, plus on a une capacité à pénétrer le sol. Donc quand ça augmente, ici, ça augmente. Si le diamètre racinaire augmente, le taux d'acquisition des nutriments dans la plante, il baisse. Alors, je vais essayer de vous prendre par la main et vous amener dans mon monde petit à petit. Donc, du coup, si on regarde un autre trait qui est la longueur totale racinaire par mètre carré de sol, donc c'est des kilomètres de racines par mètre carré de sol, cet indicateur-là, en fait, il permet de qualifier l'accès aux ressources de la plante, sur un arbre, sur une graminée annuelle, sur une pérenne. C'est assez transversal. Et donc, et ça, si ça augmente, l'accès aux ressources augmente. Si je prends un truc qui est plus simple à mesurer, donc qui coûte quand même un peu cher, mais qui est plus simple à mesurer, c'est la profondeur de 95% de la biomasse racinaire. Donc là, on fait une fosse, on regarde, on coupe des tranches, on sépare la terre des racines, on fait sécher, on mesure, et on regarde où est-ce que 95% de la biomasse est située. Voilà, il y a des plantes, ça va être dans les 20 premiers centimètres, il y a d'autres plantes, ça sera sur 1 mètre. Et ça change beaucoup, en fait. Et ce que ça va nous renvoyer, en fait, tout un tas de processus écophysiologiques, mais là, dans le cas que je suis en train de vous présenter, on va faire plutôt un focus sur ces deux critères-là, enfin, sur ces deux significations fonctionnelles qui sont associées à ça. C'est le turnover racinaire, c'est-à-dire que plus on a de mètres de racines par gramme de sol, plus, en fait, on a un turnover racinaire au niveau de la plante. OK ? J'espère que je ne vous perds pas encore. Du coup, on peut regarder aussi la vitesse d'élongation racinaire. Enfin, ça renvoie aussi, en fait, une capacité de vitesse d'élongation racinaire. Plus ça augmente, plus la vitesse d'élongation racinaire augmente. C'est-à-dire plus les racines vont aller vite et explorer une quantité de sol déterminée. Bon, je vous passe tous les autres, c'est pour vous donner, en fait, la diversité des fonctions qu'on peut attacher à un trait, fonction des questions qu'on a à traiter. Dans la démarche, donc toujours dans l'identification des traits, ce qui est important de mettre en perspective, c'est la relation qu'on va avoir entre le service et le trait racinaire, et le trait, en fait, et là, en l'occurrence, le trait racinaire, dans le monde des prairies permanentes. Donc ça, c'est une reprise de ce que vous avez en haut. Okay, donc, il y a le trait, il y a la signification fonctionnelle. Donc, on a ici un service, les fonctions associées au trait racinaire qu'on mesure. Donc quand on mesure du diamètre racinaire, en fait, ça renvoie à un taux d'acquisition des nutriments. Quand on mesure une longueur totale racinaire par mètre carré de sol, ça renvoie une fonction d'accès aux ressources. Ici, la longueur racinaire spécifique, c'est le turnover racinaire. Donc je reprends ce que je vous ai présenté dans le tableau en colorié. Et donc en fait, dans la construction de la qualification de ce service, on dit ces trois paramètres en fait contribuent à qualifier le service d'augmentation de la fertilité minérale du sol. On a des grosses racines, enfin, on a un fort taux d'acquisition des nutriments, on a une forte capacité d'exploration, donc on absorbe beaucoup, on a accès à un grand volume, et les racines, elles tournent très vite. Elles meurent, elles se minéralisent très vite. Donc ça veut dire que tout ce qui a été capté est réinjecté dans le sol de manière assez rapide. Et donc là, on est capable de qualifier l'augmentation de la fertilité minérale de manière un peu objective. Du coup, dans l'exemple que je vous ai présenté précédemment, enfin dans le tableau, il y a un autre service que j'ai essayé de mettre en relation avec ce que j'avais colorié dans ce premier tableau, qui est le service amélioration de la structure du sol. Donc en fait, quand on arrive à mesurer sur une plante le diamètre racinaire, la longueur totale racinaire par mètre carré de sol et la longueur racinaire spécifique, et qu'on compare les plantes qui ont des stratégies différentes entre elles, eh bien, on est capable de qualifier la capacité de cette variabilité de plantes à améliorer la structure du sol, puisqu'en fait le diamètre racinaire, c'est la force de pénétration dans le sol, donc on arrive vraiment à perforer le sol, éventuellement des anciens horizons de labour, ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait être le cas, ou du lessivage des argiles. Ça permet aussi de qualifier ici, avec ce trait-là, l'accès aux ressources profondes et donc la vitesse d'élongation racinaire, donc la vitesse à laquelle je peux travailler mon sol en profondeur. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire le lien entre un trait mesuré et un service en passant par la fonction. La démarche, c'est celle-là. Enfin, en fait, moi, la démarche que je développe est celle-ci. Du coup, là, c'est une illustration un peu concrète des résultats qui ont été établis. Donc, on était dans le monde des graminées de prairies permanentes.
Donc il y a l'agrostis capillaris, le brachypode penné, le dactyle, la canchesse piteuse, la fétuque élevée, la fétuque rouge, la houlque laineuse et le régrat anglais. Donc on a fait un traitement statistique ad hoc à partir de ces données-là. Bon, je vous épargne les détails sordides du traitement statistique, et ça nous a permis en fait de déterminer 3 groupes fonctionnels différents. Donc ça, c'est une caractérisation multitrait. On a pris plusieurs traits et on a fait cette caractérisation-là. Bon, là, et ça nous a permis en fait de déterminer 3 groupes, le G1, le G2 et ce groupe-là qui est tout seul. Et derrière, je vous représente en fait la réalité du système racinaire qui est associé. Ok. Du coup, je vais accélérer. Du coup, en fait, alors, fonction de la question qu'on va traiter, on va, en tout cas, là, on est en capacité de dire que si on vise un service engrais vert, on va dire, pour faire vite, où la capacité d'une prairie permanente à recycler des éléments nutritifs par le système racinaire, ce groupe-là sera beaucoup plus efficient que celui-là. OK? Voilà. Donc, là, il n'y a pas eu de visée opérationnelle derrière, c'était des travaux de recherche, c'était une thèse, donc je m'arrête là sur la finalité, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, on peut aussi se dire que on a plus de chances, en fait, d'assembler des plantes d'un groupe avec un autre groupe. Voilà, si on cherche à assembler des plantes. Ça, j'y viendrai sur les temporaires après. Ben, justement. Donc le premier cas, c'était des permanentes avec des graminées. Là, on est dans le monde des temporaires. Et donc, on est toujours dans la même démarche. On a identifié les services. Maintenant, on identifie la relation service-trait aérien. Et là, on passe au-dessus de la surface. Donc les traits, ils sont ici. Enfin, il y a 2 traits que je vous ai mis en évidence ici. Alors, s'il y a des polyculteurs éleveurs, ils vont comprendre rapidement la finalité de ce truc-là. Quand on mesure la surface spécifique foliaire, donc c'est des mètres carrés de feuilles par kilo de matière sèche, en fait, ça nous renvoie d'accès à la lumière, donc la surface d'échange possible, mais surtout la digestibilité des feuilles. Plus ça augmente, plus la digestibilité des feuilles augmente. Après, il y a d'autres facteurs, il y a la phénologie, etc. Mais en tout cas, ça contribue à expliquer ce facteur-là. Donc là, je vous prends un autre cas, enfin un autre focus sur un autre service qui va être l'aptitude à une utilisation en fauche ou en pâturage. Donc en fait, est-ce que ma plante, elle est plutôt typée pâture ou fauche? Ça, en fait, quand on s'intéresse à des traits de vie, on va aller regarder la hauteur végétative, la durée de vie des feuilles, donc qui n'est pas là, et la somme de température à floraison. Okay, et en fait, fonction de ce que l'on va mesurer sur ces 3 paramètres, en fait, quand on sera sur des hauteurs végétatives très basses, avec des durées de vie des feuilles courtes, et un cumul de somme de température en base 0,18 initialisé au 1er février relativement court, ça va plutôt nous orienter sur des plantes de pâturage. C'est-à-dire des feuilles qui ne durent pas longtemps, qui arrivent vite à la sénescence, qui perdent vite de la valeur, donc avec un rythme de défoliation qui doit être cadencé en fait avec du pâturage, parce qu'on ne va pas pouvoir maintenir une valeur alimentaire et des tissus verts très très longtemps. Quand on va à l'opposé, en fait, quand on a une hauteur végétative très importante, une durée de vie des feuilles très longue et une date, un cumul de somme de température élevée avant d'arriver à épiaison-floraison, en fait, on est plutôt sur des plantes de fauche qui vont être cadencées sur des rythmes de défoliation plus longs. Donc voilà comment en fait on peut faire cette relation très service. Dans le monde des prairies temporaires, donc un autre cas d'étude. Du coup, là, c'est un cas très concret en fait de caractérisation. Donc, on est toujours dans le même exemple, des prairies temporaires. Maintenant, en fait, qu'on a réussi à faire le lien trait-service, maintenant, il faut caractériser les plantes en fonction du trait qu'on a identifié. Donc là, c'est un autre trait qui est présenté ici. En fait, on essaie de qualifier la force de concurrence. Donc ça, c'est du monotrait, il n'y a qu'un trait. Et la force de concurrence, en fait, du peuplement en phase d'implantation, ça peut être qualifié par l'efficacité photosynthétique en phase d'installation. Et donc là, ce qu'on a mesuré, donc on a une graminée qui est le Festulolium, là dans l'exemple,
où l'on mesure en fait l'efficience d'interception de la lumière en fonction, donc l'efficience d'interception de la lumière ici, donc 10%, 20%, 30%, 40%, etc., 100%, en fonction d'un cumul de somme de température initialisé au semis, enfin au moment où il pleut quand on a mis ses graines au sol. Ok ? Et donc en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une relation qui est relativement correcte et que grosso modo le festulolium il interceptera 80% de la lumière à 1100 degrés depuis le semis. Et du coup, quand on qualifie l'ensemble une gamme de plantes avec ce critère-là, on est capable, après, avec des méthodes statistiques, de faire des classifications et de classer les plantes en différents groupes qui vont être plus ou moins efficaces pour intercepter de la lumière rapidement en phase d'installation. Okay ? Et donc ça nous renvoie un service. L'étape suivante, quand on a fait de la qualification de traits de plantes, c'est comment on assemble des plantes entre elles. Okay ? Et du coup, là, on peut encore utiliser des traits fonctionnels qui sont d'autres traits fonctionnels en faisant des hypothèses. Alors peut-être que là, je vais commencer à vous perdre. Je vais tenter d'être le plus pédagogue possible. Donc là, on est toujours dans le cas des prairies temporaires. On cherche à assembler des plantes pour fournir un service qui va être ici du pâturage et là, de la fauche. Donc ça, on a déjà qualifié les plantes qui ont l'aptitude au pâturage et à la fauche. Je vous le rappelle ici, en fait, avec ces trois caractéristiques fonctionnelles. Une fois qu'on a les plantes qui vont bien ici pour la fauche et là pour le pâturage, en fait, il faut établir des règles d'assemblage de ces plantes. Et pour établir des règles d'assemblage de ces plantes, on va prendre un certain nombre de traits fonctionnels qui vont être ici la saisonnalité de la production, là la longévité de l'espèce, voire la vitesse d'implantation que j'ai présentée tout à l'heure, avec l'efficience d'interception de la lumière, et l'architecture aérienne et racinaire. La partie racinaire, j'en ai un peu parlé au début, sur les permanentes. Et on va faire le postulat, parce qu'il y a pas mal d'écoles scientifiques, il y a de la controverse en écologie et en agroécologie, on va faire l'hypothèse que pour assembler nos plantes, il faut qu'on mette des plantes qui ont des stratégies différentes, au regard des traits qui sont liés à l'acquisition des ressources naturelles. Donc eau, lumière, azote, phosphore, potassium. Donc ces traits-là, en fait, au niveau spatial et temporel, en fait, ça va être la saisonnalité de la production. Donc là, en fait, je suis dans le monde plutôt des pâtures. Et donc je vous présente en fait ici des cinétiques de pousses en tonnes de matière sèche par saison. Okay ? Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les plantes, elles ont des cinétiques relativement différentes au printemps, voire à l'été, voire à l'automne. Si on travaille avec un raigrand anglais trèfle blanc, qui est ici, c'est ces deux courbes-là, en fait, on a des pics qui sont légèrement asynchrones. On a un plateau de production pour le service, soutien à la production animale qui est assez réduit. Et puis après, en fait, ça décline. Moi, ces plantes-là, je les appelle des plantes 2 tiers, 1 tiers. Sur 10 tonnes de marchandises produites, il y en a 2 tiers au printemps et puis l'autre tiers à l'automne, sauf quand on est dans le sud-ouest ou dans le sud-est où il peut y avoir rien à l'automne. Mais en règle générale, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Si, en fait, on rajoute un brome de sitka, un trèfle blanc, un lotier corniculé, donc le lotier corniculé, vous avez sa cinétique qui est ici, il a une cinétique qui est tout autre. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important pour l'éleveur, parce que ça permet d'augmenter le plateau de production, mais c'est aussi important au niveau fonctionnel, parce qu'on a dit qu'on mettait des plantes qui avaient des stratégies différentes. Quand on est au pic, ici, c'est le moment où on absorbe le plus de tout ça. Donc en fait, si on crée des décalages entre, on se donne beaucoup plus de chances que les plantes elles sont en capacité de cohabiter. Voilà. Donc là, il y a des théories d'écologie qui référencent ces mécanismes-là. Et donc en fait, on va chercher toujours à avoir des plantes, parce qu'on est en système longue durée, c'est 5 à 8 ans, donc il faut limiter les interactions négatives. Il faut mettre des gens qui sont en capacité de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble dans le monde de la nature, ça repose sur l'acquisition de ces éléments-là. Donc ça, c'était plutôt dans le monde du pâturage, en fait. Quand on regarde avec d'autres traits ce qui se passe dans des prairies de fauche, là, vous avez vraiment l'association qui a marché pendant des décennies, phare, un dactyle luzerne. Donc un dactyle luzerne, quand on s'intéresse à l'architecture aérienne et racinaire, on voit qu'il y a une forte divergence fonctionnelle et que l'association, elle marche plutôt bien. Donc si on s'intéresse à la partie aérienne, vous allez avoir en fait la luzerne qui va être relativement haute,
avec beaucoup de feuilles, c'est-à-dire que si vous coupez toutes les feuilles de la luzerne, que vous les mettez sur une table et que vous mesurez la surface que ça fait beaucoup de mètres carrés, mais en projection au sol, ça fait peu. Voilà, parce que tout est inséré autour d'une tige. Et du coup, en fait, elle est plus haute que le dactyle, sauf si, là, dans le cas que je vous donne, après, il y a aussi les proportions qui rentrent en ligne de compte. Hein. Si vous mettez 1 gramme de dactyle et puis 50 kg de luzerne, ça ne marchera pas. Hein. Mais bon, si on arrive à faire ces réglages-là, en fait, la luzerne est grande, va laisser passer le rayonnement incident, donc la lumière, en dessous. Et le dactyle en dessous, lui, sa stratégie, c'est je fais le parapluie. C'est-à-dire que je suis à un endroit et je monte et j'étale. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on mesure d'autres traits fonctionnels, un dactyle sur 1 mètre carré de terre, il va fabriquer, pour intercepter 80% de la lumière, 1,2 mètre carré de feuilles. Si vous prenez une autre plante qui a un gras anglais, ça sera plus de 4 mètres carrés par mètre carré de sol. Donc ça vous donne directement la capacité à intercepter la lumière et du coup à être plus ou moins sociable avec des colocataires. Donc du coup, lui, en fait, il va tout valoriser en dessous de la luzerne, puisque le rayonnement, en fait, il va rebondir sur les feuilles, il y a du réfléchi, mais lui, il maximise en fait l'utilisation, et dessous, il n'y aura pas grand-chose, en fait. OK? Au-dessous de lui. Quand on va regarder ce qui se passe dessous, le dactyle, en fait, il va absorber le gros de NPK plus O dans les 20 premiers centimètres de sol. Parce que 90% de la biomasse racinaire du dactyle, ça se joue sur les 20 premiers centimètres. La luzerne, elle a une stratégie qui est tout autre. Elle, ça va être beaucoup plus profondément. Après, si vous avez 20 centimètres de sol, ça va être problématique parce qu'on ne pourra pas maximiser. La luzerne ne sera pas efficace et elle disparaîtra. C'est ce qu'on observe dans des zones où on a une dalle de calcaire, par exemple, en dessous, non fissurée. Mais en tout cas, voilà, là, cette association-là, elle marche bien parce qu'on n'est pas en compétition pour l'accès à ces ressources-là. Et accessoirement, la luzerne, elle fixe de l'azote atmosphérique. Grâce à des nodosités ici, ça passe dans les feuilles, ça retombe au sol, ça minéralise et c'est lui qui en bénéficie parce qu'il a tout qui est en haut. Voilà. Et donc, il est capable de valoriser très vite cet azote. Bon, et là, je vous passe les détails, vous avez compris un peu le mécanisme. Donc là, en fait, ça c'est le postulat qu'on a fait, l'hypothèse qu'on a faite sur prairies à fleurs variées, et on a assemblé des plantes en utilisant en fait ces caractéristiques fonctionnelles, et ça marche plutôt pas mal, puisqu'après on va aller dans le monde réel, bien sûr, ça se passe dans des unités expérimentales, mais derrière, ça se termine toujours dans le monde réel, me concernant. Donc du coup, là, je vous illustre un troisième cas de figure où je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Vous avez compris le principe, il y a des traits, il y a une signification fonctionnelle, on essaie de relier des services à des traits mesurés au travers de fonctions, et là, en gros, intéresse fortement les décompactés dans un monde qui n'est pas très loin, en fait. Viti Arbo, découvert de 6 mois, semé à l'automne, après la vendange est détruit avant le débourrement de la vigne. Et donc on cherche à limiter les adventices. On a identifié des traits mesurés, donc projet Ecophyto. On a des fonctions et on instruit en fait ce service limitation des adventices. Donc là, je vais vous donner une illustration très claire de comment on a caractérisé les plantes sur un des traits. Alors là, ce trait-là est la vitesse, l'efficience d'interception de la lumière, quelque chose qui est mesuré aussi par les décompactés. Et là, je vous ai pris 3 plantes. Donc ça, c'est une caractérisation de plantes, ce qu'on va probablement faire sur vos plateformes. Donc là, je vous prends un pois fourragé, ici une orge, et là, une avoine commune. Et on regarde, en fait, ici, vous avez un cumul de somme de température. Là, vous avez un volume de mulch, puisque là, on s'intéresse à la vitesse de minéralisation du mulch. Et donc, on regarde en fait la cinétique de décomposition du mulch en volume, en fonction du temps, parce que le mulch en Viti Arbo, quand on a détruit, derrière, on veut continuer à ne pas avoir d'adventices qui poussent. Donc, on a intérêt à avoir un mulch qui est épais et qui tient longtemps, un volume de mulch conséquent. Là, je vous l'ai traduit en fait ici par la minéralisation par degré en centimètres cubes par degré, donc sur la période considérée. Donc le pois, en fait, c'est une plante qui n'est pas super intéressante parce qu'il minéralise beaucoup de volume par degré en cumul de somme de température, alors que l'avoine commune minéralise peu. Voilà. Donc elle va avoir un effet après destruction de limite.
de limitation de la colonisation par les adventices, enfin, elle va contribuer au travers de ce trait à ce service-là de manière plus efficiente. Donc là, derrière ces données-là, nous, on a fait une classification de l'ensemble des plantes, donc avec un traitement statistique, pour qualifier les rapides, les moyennes et les lentes, donc qui ont la capacité de rendre plus ou moins ce service. Là, on est toujours, donc jusqu'à présent, enfin, je vous ai présenté du monotrait. Là, en fait, le service limitation des adventices dans les couverts arbovitis 6 mois, c'est en fait une combinaison de traits, c'est multitraits. Et donc, en fait, ce qu'on a construit avec les partenaires, c'est des matrices décisionnelles comme ça qui permettent d'intégrer le trait hauteur de végétation, la vitesse d'implantation, la vitesse de minéralisation du mulch que je vous ai présenté dans la diapo précédente, et du coup, de qualifier en fait en croisant une hauteur de végétation haute avec une vitesse d'implantation rapide, là, on va être bon, quoi, en fait, sur la limitation du développement des adventices avant la destruction. Après destruction, quand on a une vitesse de minéralisation du mulch lente, avec des plantes qui ont un effet allélopathique, c'est-à-dire qui métabolisent et qui diffusent des composés qui inhibent la germination des autres plantes ou qui les rendent naines, qui bloquent leur développement, en fait, il va y avoir un bonus, quoi. Voilà. Quelque chose qui sera faible ici, donc avec une vitesse de minéralisation de mulch rapide, et des plantes allélopathiques, en fait, quand on a des plantes allélopathiques, on passe de faible à moyen. Donc rapidement, ici, je vous ai caractérisé, enfin, c'est un extrait, hein, les plantes qui remplissent, qui sont adaptées à ce service-là dans le monde de l'arbovitie, et donc on voit les 3 traits avec les couleurs associées, et donc en fait, l'ensemble de ces plantes-là, elles sont en capacité, dans nos conditions d'essai, de rendre ce service-là. Okay, donc là, on a combiné les traits pour construire le service que je vous ai présenté depuis le départ, mais là, c'est la règle décisionnelle qu'on a décidé d'établir. Donc ça, c'est l'étape qui précède l'assemblage de plantes pour fournir le service limitation des adventices. Bon, je n'ai pas le temps d'aller très en profondeur dans ce graphique-là, mais c'est simplement pour vous dire que tout à l'heure, on était sur de la divergence fonctionnelle, excusez-moi, puisqu'on était sur des systèmes longs. Là, on est parti sur un autre postulat d'écologie fonctionnelle, qui est la convergence fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a fait le postulat que sur une période très courte, on a intérêt à avoir des plantes, puisqu'en fait, on vise des plantes qui fabriquent beaucoup de biomasse, souvent qui sont hautes, etc., à avoir des plantes qui ont toutes la même stratégie. Sinon, sur cette plante qu'on va assembler ensemble, il y a des chances qu'on n'en voit pas 7 rapidement, qu'on en perde chaque semaine. Donc là, en fait, c'est un peu un logigramme, un modèle décisionnel qui permet de dire, bon ben voilà, les couverts annuels, en fait, on va chercher plutôt, on va utiliser donc encore les traits pour assembler les plantes. Les deux traits d'intérêt, c'est la vitesse d'implantation et la hauteur. La longévité, on ne la prend pas en compte parce que c'est un cycle court. La stratégie racinaire, on ne la prend pas en compte parce qu'en fait, on est sur un cycle où, en règle générale, on est vite à l'humidité, à la capacité au champ, peut-être pas en phase d'implantation, mais comme c'est des couverts hivernaux, c'est pas le moment où il y a des interactions négatives vis-à-vis de l'eau. Donc on peut se permettre de taper tous dans le même compartiment, ça a peu d'incidence en haut. Et donc là, en fait, on converge sur la vitesse d'implantation, donc sur un mélange à 7 plantes, mais on va plutôt favoriser les mélanges qui vont avoir 6 à 7 plantes d'implantation rapide. On va minimiser les plantes qui ont une vitesse d'implantation moyenne, et on va minimiser les plantes qui ont une implantation lente. Et pareil, en fait, pour la partie hauteur. Parce que ce qu'il faut savoir, pour vous éclairer un peu, c'est que si on a, là il y a une vingtaine de plantes, et qu'on cherche à assembler 7 plantes, et qu'on fait un peu des mathématiques, on fait une combinatoire, c'est-à-dire qu'on fait 7 parmi 20, et 7 parmi 20, ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Voilà. Et ces combinaisons, sur le plan théorique, il faut pouvoir les classer et leur attribuer une note. Okay, en passant par ce graphique-là, ici, quand on va prendre ce chemin-là, qu'on aura un assemblage avec beaucoup de rapides et 0 à 3 plantes qui sont hautes, okay, on aura une meilleure note que quand on prend un autre chemin. Et donc, du coup, ça nous permet de qualifier les combinaisons de plantes avec une stratégie en visant à ce qu'elles cohabitent. Okay, donc, il y a 2 niveaux sur la caractérisation des traits. Il y a trait service, et puis après, faire en sorte que l'assemblage que je constitue, il fonctionne. Moi, en couvert, en grande culture, j'ai vu des gars qui mettaient 14 plantes, et à la fin, ils avaient 4 plantes, quoi, très rapidement, ou 5, etc.
Donc en fait, ça permet, en théorie, d'éviter, enfin, de combiner des plantes qui ne sont pas compatibles. Donc éprouver le modèle dans le monde réel. OK. 10 minutes, ok. Donc en gros, deux cas concrets. En fait, là, on revient dans le concret. Là, on était plutôt sur des éléments scientifiques, etc. Et là, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin, mais c'était important de le poser. Là, on revient dans du concret qui est plus proche de chez vous. Donc, un exemple de travail réalisé autour de la méthode CapFlore. Donc, c'est la méthode que j'ai développée pour assembler des plantes en prairies temporaires. Donc là, on est parti, on a mixé en fait des connaissances écologiques, donc ça c'est important, hein, un écologue canadien réputé, hein, qui dit, donc moi je me rattache à ce courant d'écologie. Du coup, il y avait des productions dans l'équipe, hein, avec des thèses, etc. On a caractérisé les plantes, donc des connaissances agronomiques, ben là c'est à l'INRA de Toulouse, hein, en pot, dans des micro-parcelles, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai porté moi en propre. Hein. Et du coup, ben, il y a eu de nombreuses interactions avec le terrain, en fait, avec des collectifs d'agriculteurs, plutôt en bio au début, et puis maintenant c'est 50-50. Pour éprouver dans le monde réel ce que l'on a établi ici, et puis également les connaissances de terrain, parce que l'inductif, ça a une valeur aussi, quoi. Enfin, si on est capable, si on est un peu rigoureux, ben, l'observation d'un agriculteur, elle a une valeur aussi importante que des connaissances qui sont produites dans des pots en conditions non limitantes, quoi. Voilà. Donc du coup, ça c'est un peu la démarche. Bon, ça, je vous le passe, en fait, enfin, je vous le passe. Du coup, l'idée, c'était de mettre en place des prairies donc, dans des collectifs d'agriculteurs, de valider au fil des années, en fait, les compositions de mélange. Donc là, on commence chez un éleveur. En 3 ans, on a juste une composition qui correspond à des caractéristiques pédoclimatiques, un mode d'exploitation, un service, etc. Et puis après, en fait, ça, ce qui a été établi ici, on le réinjecte dans son groupe, sur des parcelles qui ont à peu près qui ont des caractéristiques équivalentes avec le même mode d'exploitation. Et puis donc on valide des références à l'échelle de la parcelle, on les valide dans un collectif d'agriculteurs plus large. Et il y a des choses qui restent du spécifique et il y a des éléments qui sont plus transversaux, des règles qui vont pouvoir être établies ici. Ben, par exemple, le trèfle blanc en pâturage, dans des parcelles de pâturage, on va mettre 1 kg de trèfle blanc nain et 1 kg de trèfle blanc intermédiaire. Au début, ce n'était pas ces références-là. Ça a été prototypé ici, et puis on l'a validé à cette échelle-là. Et du coup, moi, mon job après, ça a été d'aller dans d'autres groupes. Et donc là, ici, donc à l'échelle d'un groupe, c'est la même histoire. Hein. On valide directement. Si c'est validé directement, ben on change de groupe. Alors il y avait le Tarn-et-Garonne, et puis après ça a été le Lot-et-Garonne, et puis la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, etc. Et du coup, de cette manière-là, de manière agrégative, on est en capacité de produire du local et du transversal. Je ne vous perds pas ? Donc par exemple, je reprends le cas du trèfle blanc sur le pâturage. Ben, dans toute la France, sur cette méthode-là, on reste, sauf les Bretons, on reste sur 1 kg, et chez les Bretons, on rajoute un 3e trèfle qui est un géant, donc ce n'est pas le même phénotype, et on en met un peu plus que 3 kg. Voilà. Ça, je vous le passe, parce qu'en fait, c'est simplement le message, c'est que si on n'a pas un réseau pour capitaliser, ben on ne capitalise pas. Il y a la recherche qui fait ses trucs dans son coin, il y a les agriculteurs qui font leurs trucs dans leur coin. Ça va, on peut vivre comme ça, hein. Mais l'idée, c'est qu'après, il y ait des synergies et que ça permette de capitaliser à la fois pour vous et à la fois côté recherche, quoi. Parce que, enfin, côté recherche, il y a des gens qui aimeraient bien que les productions elles aient une utilité dans le monde réel. Et côté agriculteur, ben, à un moment donné, c'est quand même bien de capitaliser vos références avec un cadre et peut-être des regards critiques sur la manière dont vous interprétez vos résultats, etc., etc. Bon, donc là, pour du concret, ben, en fait, aujourd'hui, sur la méthode que moi j'ai développée, je travaille avec tous ces gens-là, collectifs d'agriculteurs et leurs animateurs. Il y a 3000 hectares de prairies à fleurs variées qui sont implantées. Ça, c'est pas à jour, c'était 2020, donc ça a beaucoup augmenté ici, là, un peu par là, enfin un peu dans le centre, ici, là. Il y a plein d'événements qui ont été co-construits, des journées de formation, etc. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup d'interactions et que c'est important, sinon ça ne marche pas. Enfin, sinon on n'arrive pas à 3000 hectares. Un cas concret de programme de recherche-action, ça a été une collaboration avec la Chambre du Tarn, et donc sur un GI2E et un PEI, Partenariat européen de l'innovation, qui a duré plusieurs années. On a commencé par une journée technique, une présentation de la méthode, quelques premiers essais. Enfin, ça me rappelle un peu
la collaboration avec les décompactés. Il y a d'autres réflexions qui ont émergé autour de ça, hein, parce que oui, on veut mettre de la luzerne, c'est acide, il faut qu'on s'approvisionne en sable calcaire, ça permet de connecter avec le sol, etc., etc., et donc de mettre en place des transversalités. Et puis du coup, en fait, au fil des années, on a produit beaucoup de références au travers en fait, d'un livret de référence, donc du concret pour les agriculteurs, avec un certain nombre de partenaires ici, locaux, hein, la CUMA, la Confédération de Roquefort, etc. Sur 130 pages, en fait, on a capitalisé l'ensemble de ce qui avait été produit dans le cadre de leur projet, donc c'est en diffusion large, et j'ose espérer que ça a une utilité dans le monde réel. Du coup, le deuxième exemple, et il doit me rester 6 minutes, parfait, donc ça va marcher. Donc du coup, le deuxième exemple qui est plus proche de vous, enfin pour partie, parce que je suppose qu'il y a des éleveurs dans la salle, mais là, donc c'est le travail autour de l'OAD Cap Couvert. Donc on a fabriqué un outil d'aide à la décision, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure sur enherbement couvert Viti-Arbo, grâce au sponsoring d'Ecofito. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Quentin, en fait, qui était à cette époque-là dans ce projet-là, chez les Bio du Gers. Et donc du coup là on a travaillé avec 9 groupes d'agriculteurs plus 3 lycées agricoles, donc je vous passe les détails, mais je pense qu'il doit y avoir vos structures ici en partie, hein, ça doit être des collègues à vous. Et du coup donc on a travaillé pendant 4 ans sur cette question-là, en mettant malheureusement en place des essais factoriels avec des répétitions où il fallait faire des mesures. Donc là on était plutôt dans les lycées agricoles et on a caractérisé 100 plantes avec plus ou moins de bonheur et d'échecs. Et du coup, des espèces assez classiques, de la févrole, du trèfle, des gesses, de l'avoine, de l'orge, de la facélie, et puis des espèces un peu plus rigolotes, hein, du fenugrec, du mélilo, de la lentille, de la cameline, de l'alpiste, hein, que vous avez intégré dans votre réseau, du lin, et puis différentes variétés de trèfle. Du sula aussi, qu'on trouve en Afrique du Nord, qui est une bisannuelle. Voilà. Et donc, en fait, là-dessus, sur ces 3 sites d'essai, donc c'était Carcassonne, Montauban et Cahors, pour ceux qui sont du sud-ouest, on a mesuré, en fait, du semis à la destruction, un certain nombre d'éléments qui sont plutôt du low cost, hein. Enfin, c'est pas des trucs très poussés, à part le pénétromètre, et encore, c'est une machine, donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, il faut avoir la machine. Mais grosso modo, des choses que vous mesurez vous sur vos plateformes. Et puis à la destruction, on s'est beaucoup focalisé sur le mulch, les systèmes racinaires, etc. Mais pareil, hein, de l'acquisition low cost, hein, qu'un agriculteur peut faire. Là, on a fait ça avec une étudiante et des étudiants de lycée agricole. Et tout ça, en 4 ans, ça nous a permis de produire quelque chose de très concret, un outil qui n'est pas encore en libre diffusion parce qu'on a un Ecofito 2 pour l'affiner, mais en tout cas avec un raisonnement qui remobilise derrière de l'autécologie, de l'écophysiologie, etc., où on sélectionne une commune, on récupère un climat, ça nous permet de proposer une liste d'espèces potentielles. Il y a des filtres emboîtés sur les caractéristiques pédoclimatiques d'intérêt dans ces systèmes-là, l'acidité du sol, l'humidité, etc. Ça nous permet de qualifier des sous-ensembles de plantes. Et puis après, du coup, l'étape en fonction du mode d'exploitation, l'irrigation, je vous passe toutes les caractéristiques métiers que demande un viti ou un arbo, qui ont un impact sur le couvert. Et derrière, en fait, on propose une combinaison de plantes en remobilisant des choses que je vous ai présentées tout à l'heure à partir des essais qu'on a développés dans le cadre de ce réseau-là. Et donc là, le deuxième projet Ecofito pour 3 ans, on part dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on a établi ce truc-là qui est un OAD à destination des producteurs, hein, et des techniciens, qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Je fais un petit peu de pub aussi au passage. Et du coup, derrière, en fait, on s'appuie sur la même démarche d'essai d'expérimentation paysanne à la ferme avec une capitalisation des références, c'est-à-dire que les producteurs ils vont évaluer le couvert de manière parcimonieuse avec quelque chose qu'ils sont en capacité de faire. Ça peut être une note de 1 à 5 et dire 1 c'est pas bien, 5 c'est super. À la fin de la saison, principal point fort, principal point faible, amélioration à apporter. Et ça, quand on le capitalise à large échelle, donc sur l'ensemble des territoires que je vous ai présentés tout à l'heure et qu'on agrège ces données-là, s'il y a 10 données, ça a peu de valeur, mais quand on agrège ça à large échelle, ça a de la valeur. En fait, c'est le principe de Wikipédia pour ceux qui connaissent. Il y en a un premier qui écrit une ligne,
puis quelqu'un vient réagir, en rajoute une deuxième, une troisième, il y a de la modération, etc. Et à la fin, on arrive à une page avec un plan structuré, des photos, etc. etc. C'est un peu la philosophie de ça. Et du coup, il y a des animations, enfin, il y a des évaluations conseillées, donc plutôt animateurs de groupe, qui sont plus standardisées. C'était le cas aussi sur la démarche des prairies à fleurs variées que je vous ai présenté précédemment. Et donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus standardisé, mais du coup, l'idée, c'est d'arriver à qualifier, enfin, dans différentes situations, d'avoir les deux regards, quoi. Une approche plutôt quantitative et une approche plutôt qualitative de la part de l'agriculteur. On combine ces deux paramètres-là dans un modèle qui est hébergé dans l'outil. En fait, on constitue une base de données participative et le modèle, en fait, il est itératif. C'est-à-dire qu'on est capable de constituer des assemblages, on s'arrête au niveau spécifique, et après, proportion, variété et satisfaction du service en fonction de variété, proportion, ça se construit localement, à l'échelle d'une parcelle, d'une ferme, et on agrège en remontant. OK ? Et donc le même principe, il y a des données qui sont très locales, et après on arrive à généraliser des références plus larges. Voilà. Et c'est une autre façon que de faire de l'expérimentation dans un timbre-poche, dans une station expérimentale, et de se dire que c'est très difficile de généraliser de ces conditions expérimentales à des territoires plus larges. Du coup, je rends la parole à Quentin. Parfait, merci beaucoup Vladimir. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Tu pourras commenter aussi peut-être la deuxième photo. Là, c'était juste pour vous dire où on en est actuellement de l'année. Donc on est toujours en suivi. Là, c'est les dernières photos partagées. On se fait du partage de photos. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est les données du coup, qui sont récupérées en hauteur et en recouvrement au sol vis-à-vis des adventices. Parce que je reviens sur le service qu'on étudie principalement cette année. La gestion des adventices grâce aux plantes. Donc là, on a des photos, on voit aussi les écarts liés au climat et au sol. C'est bien ce qu'on veut chercher. On veut chercher à la fois, et on va le voir sur ma deuxième image, pour l'orge par exemple, à la fois des plantes qui auraient un fonctionnement très transversal, peu importe le contexte pédoclimatique. Là, on voit l'orge à droite, ou l'orge ici dans le Morbihan, donc là en Vendée. Même là dans la Meuse, où bon, ça pousse moins vite. Mais globalement, cet orge-là, on voit qu'il tale beaucoup, qu'il est agressif un peu partout. Enfin là, on va, par exemple, là, on caractérise des choses. Ou à l'inverse, on ira caractériser, par exemple, si j'ai l'avoine. Globalement, là, on le voit ici, l'avoine là, en Vendée, ça pousse bien quand même. Qui est un peu moins compétitive. On va justement, et ça on en a besoin en ABC, c'est caractériser des plantes qui fonctionnent à certains endroits et pas à d'autres. Je peux le commenter. Remarque, ça c'est donc dans le Tarn, où on a aussi mis l'alpiste. Et on voit que l'alpiste, on l'a mis très tardivement, c'était vraiment la plante exploratoire, mais elle a un port, elle va vite en hauteur et tale beaucoup moins, et donc potentiellement avec d'autres graminées, il y aurait de l'assemblage à faire pour encore plus gérer l'enherbement avec voilà, 2 plantes. C'est pour, voilà. La suite pour nous, ça sera en juin. Là, on va compiler les données, faire tout ce qu'a expliqué Vladimir avant, on va le processer, et en juin, il y a une date de réunion qui a été calée pour déjà, avec les agriculteurs qui ont les plateformes et d'autres qui veulent essayer en exploratoire, faire des premiers essais d'assemblage compte tenu des résultats qu'on avait bientôt. Bien sûr, c'est 7 plantes, il va falloir en caractériser d'autres, quoi. Voilà. Merci beaucoup sur le dot, sur le gong. Vous pouvez vous mettre tous les deux debout et je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.